Et alors actuellement, le marché du travail, comment évolue-t-il pour ces diplômés? Eh ben, je dirais que c'est un marché du travail qui est relativement stable, où il y a très régulièrement du recrutement. Et on voit pas de baisse ou d'augmentation particulière. Étonnamment, ça n'est pas lié au chiffre du chômage, ce Oui, qu'on pourrait croire. oui, on pourrait le penser, oui, oui, On pourrait le penser, mais non. C'est assez stable. Moi, depuis un peu plus de 25 ans, j'ai jamais vu de moment où il y a plus du tout d'offres, et pas de moment où ça explose. Il y a pas oui. c'est assez fixe, c'est assez stable. Bonjour à tous et à toutes. Merci voilà d'être présent ou présente voilà pour cette table ronde donc spéciale qui voilà comparait un petit peu voilà les deux titres professionnels qui sont régulièrement demandés par nos étudiants et sur lequel on verra tout à l'heure voilà avec notre spécialiste en tout cas du domaine voilà qui sont des compétences aussi qui sont fortement demandées sur le terrain. Donc à savoir le titre professionnel de conseiller ou conseillère en insertion professionnelle et le titre professionnel d'encadrant technique d'insertion. Donc ces deux formations sont bien sûr des titres pro qui sont, voilà pour ceux qui ne connaissent pas très bien, qui sont bel et bien donc des diplômes d'État, qui sont enregistrés, c'est ce que l'on appelle le titre RNCP, bien évidemment, qui permettent une intégration sur le marché de l'emploi. On le verra aussi, on le détaillera très rapidement. C'est un petit peu le propre et la caractéristique des titres professionnels et qui permettent vraiment de se concentrer vraiment sur des missions qui vont être très opérationnels. Donc c'est pourquoi c'est vrai que le type de public que nous accueillons peut être divers, c'est vrai, mais souvent ça correspond beaucoup à des reconversions. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir voilà de vous accueillir en compagnie donc de Lise Alves voilà qui sera présente aujourd'hui pour nous présenter un petit peu justement ses titres professionnels. Donc Lise voilà est une formatrice qui est spécialisée dans les métiers de l'insertion, titulaire bien sûr du titre de conseillère en insertion professionnelle et avec un nombre d'années très significatif et qui est formatrice également sur le domaine pour Adonis évidemment mais aussi peut-être d'autres établissements. En tout cas voilà Lise est avec nous ce soir pour vous éclairer voilà sur ces titres professionnels. Nous aborderons différents champs qui vous questionnent habituellement, donc tout ce qui sera bien sûr les débouchés qu'offrent ces titres pro. Bien sûr nous comparerons l'une et l'autre des missions voilà bien évidemment qui sont attachées à ces titres pro. Nous verrons un petit peu ce qu'il en est également de la question de l'examen bien évidemment et comment on va intégrer aussi ce type de formation. Et ce soir comme d'habitude je suis donc accompagnée d'Hélène qui sera là pour relayer les questions les plus courantes que se posent nos étudiants. Et bien évidemment, en complément de cette visio, pour ceux qui la reverront en replay, je vous invite bien sûr à prendre attache également avec nos conseillères pédagogiques qui pourront vous aider voilà, dans les démarches si vous le souhaitez, ou du moins pouvoir évoquer avec vous votre projet de formation pour y voir un petit peu plus clair si c'était nécessaire. Mais le but, voilà, c'est que vous ayez toutes les informations à l'issue de cette, voilà, de cette petite visio. Alors, peut-être en deux petites phrases, Lise, merci en tout cas infiniment d'être présente avec nous ce soir. Est-ce que déjà en deux petites phrases, on pourrait faire peut-être un petit peu le distinguo entre qu'est-ce qu'un conseiller ou conseillère en insertion pro et qu'est-ce qu'un un encadrant technique d'insertion? Oui. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Merci pour votre confiance. Effectivement, ce sont deux métiers qui font partie de ce qu'on appelle les métiers de l'accompagnement et du médico-social, plus particulièrement de l'insertion professionnelle. Le conseiller en insertion, donc métier que j'ai pu exercer pendant une quinzaine d'années, effectivement, est un métier qui va s'exercer vraiment dans l'idée d'accompagner les gens dans leur parcours d'insertion, dans la définition de leur projet professionnel et dans l'accompagnement jusqu'au maintien dans l'emploi, avec différentes techniques d'entretien, avec des ateliers qui peuvent être proposés. Le métier de conseiller en insertion, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir, n'est pas un métier où on va faire uniquement de l'individuel.
Il y a bien aussi des phases de collectif, mais on est effectivement dans l'obligation d'individualiser les parcours et on va travailler dans des structures de type mission locale, Cap Emploi, France Travail, et toutes les structures qui proposent de l'accompagnement à l'insertion et de l'aide à l'insertion. Le métier d'encadrant technique d'insertion, lui, va plutôt s'exercer dans des structures de type entreprise d'insertion, qui sont des entreprises qui ont pour vocation d'accompagner des gens pour qui ce qu'on appelle le milieu ordinaire de travail n'est pas encore accessible pour différentes raisons, des raisons de pathologie, des raisons d'impossibilité cognitive, enfin voilà, des choses qui vont permettre parfois de donner un cadre aux bénéficiaires, aux salariés. Alors, chez les CIP, on va parler de bénéficiaires. Donc, chez les encadrants, on va parler de salariés, puisque les gens sont salariés. Mais en fait, c'est des entreprises qui permettent à des gens qui sont un peu fragilisés de travailler dans un environnement bienveillant, avec un accompagnement vers justement l'insertion en milieu ordinaire et du coup de retravailler le projet, les compétences, la confiance en soi. Et on est plus là pour le coup sur un encadrement technique avec la mise en pratique et dans des situations professionnelles. Donc l'encadrement technique doit non seulement avec les partenaires travailler sur le projet, mais surtout travailler sur l'acquisition de compétences sur le terrain. Et veiller à la montée en compétences et au bon déroulé du parcours des salariés. D'accord. Alors, est-ce que toi, tu distinguerais plutôt deux grands types d'apprenants, les uns qui sont plutôt faits pour un métier, plutôt pour l'autre, ou pas forcément, parce qu'on est quand même tout le temps dans l'humain, on est quand même dans l'accompagnement. Les profils sont un peu différents, peut-être, quand même? Alors, les profils sont un petit peu différents dans la mesure où ce qu'on voit souvent chez les encadrants techniques, c'est que ce sont d'anciens techniciens. Des gens qui ont plutôt des connaissances techniques pures, les connaissances d'un métier particulièrement, ou qui ont développé effectivement des compétences particulières au niveau technique pour pouvoir justement encadrer leurs salariés sur des ateliers pratiques, sur du travail à proprement parler. Chez le conseiller, on va avoir plutôt des gens qui vont devoir effectivement faire preuve, alors c'est le cas aussi chez les encadrants, mais en tout cas le conseiller va devoir avoir une multi-connaissance des branches professionnelles possibles, des domaines d'insertion et de l'économie, du mouvement économique autour de soi, puisqu'il est censé pouvoir accompagner tout type de public vers tout type d'emploi et vers tout type d'insertion. Donc le conseiller, effectivement, a peut-être un plus large champ d'action que l'encadrant technique qui, lui, va assurer le suivi de ses salariés avec en appui, bien souvent, le conseiller qui aura été celui qui aura orienté vers les entreprises d'insertion où, en général, c'est du co-accompagnement. Et l'encadrant technique n'est pas forcément celui qui va faire le travail d'insertion derrière l'entreprise d'insertion, mais plus celui qui va accompagner au niveau compétences et au niveau savoir et savoir-être, bien sûr, et tenue professionnelle. On est vraiment plus sur le travail, sur le cadre professionnel, puisque les gens seront déjà en poste, que sur la définition du projet à proprement parler. D'accord. Oui, donc la posture est un petit peu différente, effectivement, où on se situe dans le parcours finalement de l'usager ou du bénéficiaire. Oui, c'est ça. Et puis l'encadrant technique, il est sur le terrain avec ses salariés. Que le conseiller en insertion, il est dans sa structure et il reçoit ponctuellement les gens pour faire le point sur le parcours. On n'est pas tout à fait sur le même, sur les mêmes conditions de travail en tout cas. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des prérequis pour l'un ou l'autre de ces titres professionnels, des diplômes déjà à avoir validés en amont ou au moins des connaissances, un parcours spécifique? Alors, par expérience, on est sur des métiers où justement il y a cette richesse de gens qui viennent un petit peu d'horizons différents. Je dirais que les prérequis, ils sont surtout dans le savoir-être et dans l'envie de partager et d'accompagner en toute bienveillance, d'avoir effectivement l'esprit suffisamment ouvert pour être en mesure d'accueillir tout type de public sans distinction d'âge, de culture, de religion, d'origine, etc. D'être en mesure de faire preuve de suffisamment d'empathie
pour pouvoir accompagner sur différents publics, que ce soit des gens en fin de carrière, que ce soit des jeunes, que ce soit des gens en situation de handicap, puisque que ce soit les ETI ou les CIP, ils vont être confrontés forcément à une multitude de publics. Je dirais que c'est surtout dans les prérequis, il doit y avoir cette volonté et cette envie d'accompagner et d'être bienveillant avec les autres et d'accompagner des parcours qui sont parfois difficiles. Je pense que s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ne faut pas être soi-même en situation de fragilité pour pouvoir exercer ces métiers qui sont des métiers très riches mais qui demandent beaucoup d'énergie, puisque justement on accompagne des gens qui sont dans des situations parfois un petit peu difficiles et douloureuses. Et donc, du coup, il faut avoir une très forte capacité de prise de recul, une très forte empathie et en même temps, une capacité aussi à se dire, là, ça n'est plus de mon ressort. Être capable de dire stop au moment où il faut passer le relais parce qu'on n'est plus en mesure ou parce que le cadre de l'entreprise dans laquelle on fonctionne ne permet pas d'interagir sur certains points. Après, en termes de prérequis, il faut quand même une bonne maîtrise du français à l'oral et à l'écrit, puisque c'est des métiers qui sont assez exigeants en termes de compte-rendu administratif et de suivi administratif, avec aussi, si possible, une connaissance un peu avancée, ou en tout cas prévoir de faire une formation sur tout ce qui va être outils numériques. Oui, tout à fait. Qui sont aujourd'hui les outils essentiels de l'accompagnement et qui sont indispensables dans ces métiers. D'accord. Et après, concernant justement la cadre technique d'insertion, tu évoquais tout à l'heure le fait qu'il fallait quand même connaître un petit peu le métier. Est-ce que ça s'apprend sur le terrain lorsqu'on a en poste, ou est-ce qu'il y a déjà besoin d'une expérience, avoir peut-être une connaissance déjà un peu approfondie des missions pour pouvoir être capable d'adapter et de conseiller justement? Alors, ça fait partie intégrante de la formation, forcément. Mais c'est vrai aussi que les encadrants techniques, en tout cas de ce que moi j'ai pu en voir chez beaucoup d'encadrants techniques qu'on voit dans les entreprises d'insertion ou dans les ESAT, on a des gens souvent qui sont issus des domaines dans lesquels ils vont accompagner les personnes sur le terrain. C'est-à-dire que, par exemple, une entreprise d'insertion qui va proposer des ateliers d'espace vert ou des ateliers plutôt dans l'industrie ou dans la fabrique de palettes, on va avoir des gens qui ont quand même, soit dans leur activité personnelle, une appétence pour ces métiers-là, pour le domaine d'activité, ou alors effectivement des anciens professionnels des espaces verts qui ont vocation et qui ont envie d'accompagner dans ces domaines-là parce qu'ils sont passionnés et que mais je dirais qu'il n'y a pas de règle générale, tout est aussi une question de capacité d'adaptation, mais on a chez les ETI des profils plus techniques que chez les CIP. Ok, possible néanmoins d'intégrer quand même cette formation-là, parce qu'après on peut aller enquêter sur le terrain, voir ce qui se passe, à quoi correspond le poste, pour après être effectivement en phase avec les demandes. Oui. Tout à fait. Et puis, chaque entreprise d'insertion propose des activités différentes. On va avoir des entreprises d'insertion qui vont proposer des ateliers, en tout cas des missions qui vont plutôt être sur l'informatique, sur le démantèlement du matériel informatique. On va même avoir qui vont proposer de l'espace vert, d'autres qui vont proposer des tâches administratives. Donc, c'est suffisamment varié. Après, ça va être dans la recherche de l'entreprise et du lieu dans lequel on va vouloir travailler qu'il va falloir voir si on a, en plus du diplôme de TI, du titre professionnel, des compétences antécédentes, des anciennes compétences qui peuvent être mises au profit des salariés. Tout à fait. Ok, donc dans tous les cas, là, on voit bien que ces deux métiers, c'est des métiers quand même de relation, d'accompagnement. On a parlé donc des outils effectivement numériques qui sont maintenant indispensables, serait de nos jours, parce que tout se fait par ce biais-là, effectivement. Ce côté aussi pédagogie et être capable d'organiser aussi une activité, de fédérer. Donc, alors, qu'est-ce qu'on apprend réellement dans chacun de ces, chacune de ces formations-là? Qu'est-ce qui est étudié? Alors, ce qui est étudié, si on prend le métier de CIP, dans la formation de CIP, on va aussi, on va avoir toute une partie très importante sur la posture,
sur l'accompagnement bienveillant, sur le fait de créer la confiance, d'instaurer un lieu, d'instaurer effectivement une relation de confiance avec son bénéficiaire, de faire absolument le point sur les besoins, d'être dans l'écoute active. Toute la relation à l'autre, qui est très importante, parce que j'imagine que les premiers contacts sont effectivement très importants. Oui. Ils sont primordiaux. Pour créer la relation, si le premier contact ne fonctionne pas bien, la relation va être faussée et l'accompagnement va être compliqué. Il faut absolument créer un climat où la personne que vous recevez va se sentir en confiance, va pouvoir se livrer sur certains points de sa vie, parce qu'on parle de conseiller en insertion professionnelle. Donc on pense tout de suite accompagnement vers l'emploi, maintien dans l'emploi, mais en fait, ça n'est pas la seule brique du métier. Quand on est conseiller en insertion, quelle que soit la structure dans laquelle on exerce, on va forcément être amené à intervenir, ou en tout cas à écouter les gens sur tous les volets de la vie. Donc ça peut être le volet social, le volet économique, le volet santé. Et en fait, on doit être capable de rebondir et de prendre tout ça en compte, puisque c'est indispensable dans l'accompagnement à l'insertion. Vous n'allez pas accompagner quelqu'un qui est en situation de handicap comme vous allez accompagner quelqu'un qui n'est pas dans cette situation-là. Vous n'allez pas accompagner de la même manière une maman solo avec des difficultés financières que vous allez accompagner quelqu'un qui est en couple avec pas de soucis financiers. Donc en fait, le conseiller en insertion professionnelle, on parle beaucoup de l'emploi, on parle beaucoup des techniques de recherche d'emploi, on parle beaucoup du travail sur le projet, mais ça n'est pas que ça. Il y a un lien un peu avec les métiers on peut être amené à orienter quelqu'un vers une assistante sociale, par exemple, j'imagine. C'est pas un peu, c'est fréquent. Oui. On travaille avec le partenariat. Donc dans cette formation, on va apprendre comment soit accueillir avec bienveillance, écouter les techniques d'entretien, les techniques pour faire parler l'autre, pour amener justement un climat de confiance et travailler tout ça. Mais il y a aussi un énorme travail sur le partenariat. Beaucoup de connaissances, beaucoup de travail à faire sur les politiques sociales, les politiques sociales, une veille documentaire sur les lois, l'évolution des lois, en fait, ce sont des métiers qui sont très très liés aux décisions politiques. Puisque tout ce qui est financement des ateliers, financement de l'accompagnement est lié aux décisions politiques. Alors, ça peut être les décisions politiques très hautes, ça peut être la région, puis ensuite le département et puis la commune dans laquelle on exerce. Et donc, du coup, il est important pour le conseiller de se tenir informé de tout ça. Et bien sûr, de tenir une veille aussi sur tous les partenaires. Vers qui est-ce que je peux me tourner quand j'ai telle ou telle situation? Quels sont les acteurs locaux qui agissent autour de moi et qui peuvent éventuellement m'accompagner et accompagner mes bénéficiaires surtout sur tel frein ou sur tel frein. On ne travaille jamais seul quand on est conseiller en insertion, je le disais tout à l'heure au groupe que j'accompagne. Oui. Et il ne faut surtout pas penser qu'on peut travailler seul. C'est une erreur fondamentale dans le positionnement parce que on n'est pas les conseillers en insertion ne sont pas des Superman. On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout accompagner sur tous les volets. Et en fait, selon les structures dans lesquelles on va travailler, on va avoir un cadre d'action qu'il est important de fixer et qu'il est important de respecter. Et donc, du coup, quand la situation de la personne dépasse de notre cadre d'accompagnement, il faut être en mesure de s'orienter vers la bonne structure et d'orienter le bénéficiaire vers le bon partenaire pour ne pas qu'il y ait rupture dans le parcours. Alors, on retrouve un peu moins ce côté-là chez l'encadrant technique d'insertion. Il y a moins ce côté, j'imagine, peut-être prise en charge globale. Oui, parce que c'est quelque chose qui aura déjà été fait en fait pour les encadrants techniques d'insertion. Ils vont œuvrer un petit peu aussi dessus. Il y a un fort point sur le partenariat parce que ce sont des parcours co-animés, on va dire. C'est pas tout à fait le bon terme, mais co-construits. En fait, les gens ne peuvent pas aller en entreprise d'insertion comme ça parce que eux le décident. Ils doivent avoir un référent à l'extérieur et ils sont orientés vers ces référents qui souvent sont des CIP, d'ailleurs, en l'occurrence. D'accord. Et donc, du coup, le CIP va s'occuper d'une partie du parcours, il y aura peut-être une assistante sociale qui s'occupera d'une autre partie et le TI, lui, va s'occuper vraiment de la montée en compétences, de la partie parcours professionnel. Il est évident que si pendant le parcours de son salarié, il se passe quelque chose socialement ou économiquement, ce sera à lui d'en informer les partenaires. Et c'est pas nécessairement lui qui va gérer ni accompagner puisqu'il y a déjà
d'autres intervenants autour du parcours de la personne. Par contre, le TI, lui, va avoir un vrai travail de transmission d'informations sur ce qui se passe pendant le parcours de son salarié aux référents et aux accompagnants extérieurs qui sont garants du parcours. D'accord. On voit que bien nettement quand même deux profils se détachent, et d'ailleurs même en termes de niveau, le CIP lui on finit avec une formation de niveau bac équivalent à un niveau bac plus 2, donc de niveau 5. Pour encadrant technique, on est plutôt sur un niveau 4. C'est ça, exactement. Ce qui aussi fait la différence, c'est vraiment toute la nature aussi du volet administratif qui est demandé dans ces métiers. Le CIP doit forcément être en mesure d'accompagner les gens sur justement l'utilisation des outils numériques, sur la rédaction de documents tels que le CV, la lettre de motivation, un dossier MDPH. Enfin, en fait, il y a une variété administrative et une charge administrative chez les CIP qui est un peu plus lourde, un peu plus lourde que chez les ETI, qui auront quand même un suivi avec des évaluations et un compte rendu à faire, mais on est moins, on a un volet administratif beaucoup moins lourd et évidemment des connaissances qui sont je vais pas dire moins élevées parce que c'est vraiment pas le terme que je voulais utiliser, mais en tout cas effectivement c'est plus circonscrite peut-être à une activité, à un métier, oui. C'est ça, et qui vont plus se valoriser sur le terrain et sur la technique et sur le savoir-être et l'accompagnement bienveillant de leurs bénéficiaires. D'accord. Donc là, on a vu l'accueil, voilà l'importance de l'accueil et du diagnostic, donc pour le CAP, l'accompagnement des parcours, individuels ou même collectifs, et ensuite donc côté ETI, on va retrouver quand même un petit peu ces mêmes pôles de compétences aussi à développer. Oui, on va trouver aussi l'importance de l'accueil et du diagnostic qui va souvent être amené donc quand même en partie par le CIP. Ce sont souvent des entretiens qui se font à 3, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui oriente le salarié vers le TI, le salarié et le TI. Et donc du coup souvent on voit des entretiens qui se font à 3. Le conseiller accompagne son bénéficiaire pour lui présenter la structure d'insertion. Et ensuite, par contre, le TI se doit de relever les besoins et les compétences de ses salariés pour proposer justement un programme d'évolution avec des objectifs à atteindre dans le temps et de pouvoir justement travailler dans l'acquisition de ces nouvelles compétences, de ces nouveaux savoir-être. Les objectifs doivent être fixés et doivent être évalués tout au long du parcours et retravaillés si nécessaire, réadaptés en fonction de ce qu'on va pouvoir constater sur le terrain. Le TI, il va avoir un petit peu un rôle de chef d'équipe. C'est-à-dire que il va encadrer plusieurs salariés en même temps, donc il doit aussi avoir cette intuition et ce travail de quel salarié je peux mettre avec quel salarié, puisqu'il a de son côté d'un côté les objectifs individuels de ses salariés, mais aussi l'objectif de rentabilité de l'entreprise, parce que ce sont quand même des entreprises qui sont censées être rentables. On n'est pas sur du bénévolat ni sur de l'associatif, ce sont de vraies entreprises. Et donc du coup, il a cette notion, lui, pour le coup, d'équilibre entre je dois faire avancer mes salariés et en même temps je dois faire tourner l'entreprise. Et donc du coup, il va devoir développer ce petit travail d'analyse des comportements et des attitudes de chacun pour créer des équipes qui soient efficaces. Et donc du coup, pour ça, d'analyser les forces et les faiblesses de chacun de ses salariés. Je vous entends plus. Votre micro est coupé. Oui, là on voit nettement la différence pour l'ETI qui fait beaucoup de travail terrain finalement pour l'organisation sur le terrain une fois que le salarié a été est entré dans un dispositif et qu'il y a eu des choix qui ont déjà été faits et actés. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Très bien. Merci beaucoup, Lise. Alors, Hélène, est-ce qu'on a des questions sur ces parties-là que nous venons d'aborder, notamment le contenu de formation ou le profil métier ? Non, sur le contenu de formation, pas pour le moment, non. D'accord.
Merci beaucoup, Hélène. Alors, c'est vrai que là, on voit que c'est toute la partie théorique qui est à acquérir, mais on va parler aussi de savoir-être, de savoir-faire, bien évidemment. Alors, pour venir, voilà, je dirais illustrer un petit peu tout ça et donner du concret, il y a aussi des périodes d'immersion professionnelle au cours de la formation qui sont possibles ou obligatoires finalement, Lise. Alors, sur CIP et sur ETI, elles sont obligatoires. D'accord. D'abord, elles sont demandées au niveau de la certification dans le référentiel. Oui. Elles sont demandées et en plus, ce sont 2 titres où ils doivent, où les stagiaires, les étudiants doivent fournir, doivent faire des documents professionnels pour la certification. Et donc, du coup, il y a le DP, le dossier professionnel, qui ça est obligatoire sur tous les titres professionnels, tous sans exception. D'ailleurs, c'est le même modèle pour tous les titres professionnels. Et ce DP doit balayer tous les éléments du métier par des expériences concrètes de la personne. Donc, ça veut dire que ça peut être soit des expériences vécues avant la formation, s'il y a un lien avec le titre visé, soit forcément pendant la formation et donc forcément uniquement sur des stages, puisqu'ils doivent évoquer des études de cas concrètes qui répertorient et qui vont venir valider tous les CCP, donc 3 CCP pour chaque titre, et tout ça doit être validé. Et en plus de ce DP, ils ont chacun des productions professionnelles à fournir sur de l'expérience, qui vient valider une ou deux compétences des CCP. Et c'est un éclairage tout particulier sur ces points-là. Et donc, du coup, ça leur fait 2 dossiers à fournir qui seront du coup qui seront analysés lors de la certification et sur lesquels ils vont devoir échanger avec les certificateurs. Donc, le stage est obligatoire, il fait partie intégrante de la formation. Et au-delà du côté certification, pour des gens qui sont en reconversion et qui ne connaissent pas les métiers, il est indispensable. Il est indispensable pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a plusieurs types de structures dans lesquelles on peut exercer et qu'il est important pour les futurs conseillers et les futurs ETI d'avoir une vision un peu globale des différentes structures dans lesquelles ils vont pouvoir exercer, d'abord pour qu'ils puissent faire un choix derrière du type de structure dans lesquelles ils veulent exercer, parce que le même métier n'aura pas du tout la même on n'aura pas le même ressenti sur le même métier en fonction pour les CIP de si on exerce en mission locale ou en Cap Emploi ou chez France Travail. On n'a pas les mêmes missions, on n'a pas le même public, donc il est important aussi pour chacun des futurs CIP de pouvoir voir un petit peu avec quel public il va se sentir le plus à l'aise, avoir le plus d'affinité et le plus de capacité justement d'accompagnement. Pour les ETI, c'est pareil, certaines ETI n'accompagnent que des personnes en troubles psychiques, d'autres que des personnes en troubles cognitifs, d'autres avec des mélanges de publics, et donc du coup il est indispensable, à mon sens, en tant qu'ancienne CIP et formatrice en insertion depuis fort longtemps, indispensable aussi pour les étudiants de pouvoir se faire une idée de comment fonctionnent toutes ces structures, de quel type de public on accompagne, et ça va leur permettre aussi d'avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus réaliste de ce que moi j'appelle la toile d'araignée du social, qui est quand même, c'est vraiment le terme, hein. C'est vraiment à ça que ça ressemble. Il y a énormément de gens qui œuvrent autour de l'insertion professionnelle et chacun y a sa place, hein. C'est pas du tout, je suis pas en train de dire qu'ils sont trop nombreux, pas du tout, mais du coup simplement sur la théorie, c'est très compliqué de comprendre comment tout ce schéma fonctionne et qui fait quoi et qui doit faire quoi et avec qui doit travailler pour et il y a que l'expérience qui va permettre de comprendre ça et de comprendre aussi le jargon. Parce qu'il y a un vrai jargon dans le social. Et vraiment, il n'y a rien de tel que d'aller sur le terrain et de rencontrer des CIP ou des ETI pour pouvoir échanger avec eux sur les avantages, les inconvénients de leur métier, les conditions dans lesquelles on exerce en fonction des structures dans lesquelles on se trouve. Et c'est, à mon sens, indispensable au-delà du besoin pour la certification. Alors, pour être bien précis, Lise, alors quelqu'un qui aurait eu une expérience où finalement il a été dans le rôle, dans la posture de CIP, qui a une vraie expérience, est-ce que le stage est obligatoire quand même ou pas durant la formation?
Ça, pour le coup, il faut voir ça avec les coordos pédagogiques, puisque en fait, le principe du titre professionnel, c'est aussi qu'il peut être adapté à chaque situation spécifique. Et donc, en fait, si le centre de formation et les certificateurs partent du principe qu'une personne qui aurait eu une expérience en amont de la formation peut s'appuyer dessus, dans ces cas-là, effectivement, il peut y avoir des dispenses de stage. Ça peut être aussi effectivement une expérience qui se rapproche et qui permet quand même de produire les documents demandés pour la certification. Et dans ces cas-là, je sais qu'effectivement, on peut être dispensé de stage, mais c'est vraiment individuel. Et je pense que même quand on l'a été ou qu'on l'a déjà observé avant, un stage, c'est toujours bien. Bien sûr. Pour vraiment comprendre tous les éléments qu'on balaye dans la formation. On va parler du RGPD, on va parler de la CNIL, on va parler de l'utilisation des outils numériques, des outils CRM, qui sont des outils de récupération de données et de stockage des données individuelles. Et tout ça, si on ne l'a pas vu, si on ne sait pas vraiment, on va comprendre, hein, il n'y a pas besoin c'est compréhensible. Mais le fait de voir comment ça fonctionne, ça va permettre quand même d'être beaucoup plus à l'aise. Oui, et puis de faire vraiment ce lien entre la pratique et la théorie, d'aller observer les choses autrement ou les vivre autrement, oui. C'est ça. Ce sont des métiers relativement complexes parce que ce sont des métiers humains et que, alors je dis pas que les autres ne sont pas complexes, mais en tout cas, c'est vraiment des métiers qui demandent une forte tendance au partenariat, au travail en équipe, à montrer beaucoup d'empathie, à gérer des situations dans l'urgence parfois, à être capable de s'adapter à tout type de public qu'on reçoit. Et c'est vrai que on a beau le savoir quand on choisit ce métier-là, tant qu'on ne l'a pas vécu, je suis pas sûre qu'on ait une réelle vision globale du métier. Oui, et puis sans compter, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, la veille qu'il faut faire en permanence à cause de l'évolution, voilà, des dispositifs, des lois, etc. Oui. Qui sont très présentes dans le médico-social. Alors, est-ce que tu pourrais nous citer peut-être des exemples très concrets des structures au sein desquelles on peut faire des stages? Alors, dans les entreprises, un peu tout type d'entreprise, j'imagine, pour les ETI, et concernant les CIP, par exemple? Alors, pour les ETI, je rebondis sur ce que tu dis parce qu'on est plutôt sur des entreprises d'insertion ou des entreprises adaptées. Le terme est important puisque ce sont des structures spécifiques vraiment pour un public bien spécifique. Après, il y a certaines entreprises qui ont des pôles qui vont ressembler à des entreprises adaptées ou à des entreprises d'insertion. En tout cas, c'est vraiment sur ces organismes-là qu'il faut s'orienter ou sur des ESAT. Donc les ESAT, établissements d'accompagnement des travailleurs handicapés, où là on est vraiment plutôt sur du handicap plus lourd que sur et en général on appelle plutôt les encadrants des moniteurs éducateurs. Il y a le terme éducateur, c'est pas anodin. Mais pour découvrir le métier, ça peut être un lieu de stage très intéressant. D'ailleurs pour les ETI comme pour les CIP, puisque dans chaque ESAT normalement il y a au moins un CIP, quelqu'un qui accompagne pour la sortie vers le milieu ordinaire ou justement vers de l'ETI, vers de l'entreprise d'insertion. Vraiment pour les ETI, je pense que les possibilités de lieux de stage sont un peu plus restreintes que pour les CIP, parce que c'est vraiment un domaine spécifique. Donc on a les ESAT, on a les entreprises adaptées et les entreprises d'insertion, et quelques entreprises classiques qui ont peut-être un pôle spécifique handicap, accompagnement, etc. Là, ça va être dans les grosses entreprises, alors en général plutôt, oui. C'est ça, exactement. Je sais que par exemple, pour ne pas les citer, Amazon, ils ont un pôle et un entrepôt où ils n'accompagnent où les travailleurs ne sont que des personnes en situation d'insertion. Voilà. Donc ils ont 2 ETI par exemple. Pour les CIP, c'est très large. Pour le coup, il y a vraiment plein de possibilités parce que plein de centres de formation ont leur CIP à l'intérieur pour aider soit pendant la formation à la recherche de stage, soit à la sortie à la recherche d'emploi active. Ça peut être forcément dans les missions locales. Donc missions locales, pour ceux qui ne savent pas, structure d'accompagnement des jeunes de 16 à 26 ans. Donc jusqu'au 26e anniversaire, pas jusqu'au 27e, pas qu'à 26. Donc tout jeune sortant du système scolaire peut être accompagné en mission locale.
France Travail, anciennement Pôle emploi, qui pour le coup n'a quasiment que des conseillers en insertion. On va avoir les Cap Emploi, donc Cap Emploi qui sont des structures qui n'accompagnent que les personnes avec une reconnaissance travailleur handicapé, donc que la reconnaissance délivrée par la MDPH, qui voilà, et donc c'est souvent le France Travail qui oriente les bénéficiaires vers le Cap Emploi. Les ESAT, donc, qui peuvent aussi avoir des conseillers en insertion. Ça peut être des structures communales d'accompagnement. Il y a plein de grandes villes qui ont des pôles d'aide à l'emploi, d'aide à l'insertion, et donc, du coup, qui recrutent des CIP. Dans des CFA aussi, dans certains CFA, il y a un accompagnement, bien sûr, à la recherche de l'employeur, au maintien dans l'emploi et ensuite derrière à la recherche d'un autre futur employeur pour la sortie. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Il y a beaucoup de structures. Ça peut être les IME aussi, les instituts médico-éducatifs. Alors, on sera plutôt sur de l'IM Pro, puisque on est plutôt sur du public un petit peu plus âgé, donc plus adulte, oui. Voilà, pour justement le travail et l'accompagnement à la sortie de l'IM Pro. Ça peut être aussi certains foyers comme des femmes, des foyers d'aide médicalisée, etc., qui aujourd'hui développent de plus en plus, en plus de l'accompagnement à la vie sociale et à l'insertion sociale, développent de plus en plus l'accompagnement à l'insertion professionnelle pour pouvoir éviter justement que ces gens soient bloqués toute leur vie dans des foyers et qu'ils puissent envisager les choses différemment. Donc ça fait pas mal de structures. Oui, ça fait déjà beaucoup de structures, oui, qui les posent. Alors après, je pense que dans ce secteur-là, du social et de l'accompagnement, voilà, vers la professionnalisation, c'est beaucoup quand même dans les habitudes de la profession de prendre des stagiaires, donc habituellement pas trop de difficultés. Alors, il y a les deux. Ils sont habitués à prendre des stagiaires. Et normalement, ça fait partie. Ce serait quand même le comble que les structures d'insertion ne prennent pas de stagiaires. La plus grosse des difficultés, c'est justement tout ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au RGPD et à la confidentialité, puisque ils ne vont pas confier l'accompagnement d'une personne à un stagiaire. Hein, ça, c'est évident. Bien sûr, je comprends. Oui. Donc, ça veut dire qu'il va œuvrer et observer ce que font les conseillers et que ça nécessite à chaque entretien que le conseiller demande à son bénéficiaire, si ça ne lui pose pas de problème, qu'il y ait un stagiaire. De manière générale, les gens sont plutôt sympas et vont pas dire non. Mais quand ça arrive, ça veut dire que il faut accepter de ne pas pouvoir assister à l'entretien et de se mettre en repli ou que le conseiller dise bah là je vais pas demander, c'est une personne fragile, etc. C'est aussi ça fait aussi partie du métier et ça fait partie des premières choses qu'on apprend quand on est stagiaire CIP, de se dire bah ok, là c'est pas ma place, ça risque de mettre en péril l'entretien, donc il faut aussi être en mesure d'accepter de pas pouvoir il y a toujours une certaine déontologie, c'est vrai, dans les métiers qui touchent à l'humain et voilà, quand on traite ce type de problématique, oui. Tout à fait, exactement. Donc, il y a quand même des lieux de stage assez divers et variés. Je dirais que ça dépend aussi du lieu d'habitation et de la distance que vont être capables de faire les futurs étudiants. Mais effectivement, ce sera peut-être un petit peu moins compliqué. En tout cas, il y a plus de pistes de stage possibles pour les CIP que pour les ETI, ça c'est sûr. Super, merci beaucoup Lise, c'était très très précis et très clair pour nous. Alors Hélène, est-ce que toi tu as des questions par rapport à ce que nous venons de voir? Oui, on me demande si l'alternance est possible pour ces formations. Je vais laisser Lise répondre, il me semble que oui. Après c'est peut-être un peu difficile à trouver justement pour les raisons qu'on vient d'évoquer aussi tout à l'heure. Eh bien, étrangement, je dirais que c'est peut-être plus facile. C'est vrai que oui. Trouver une période de stage parce que quelqu'un qui va... Alors oui, l'alternance est possible sur les 2 titres. C'est parfois plus simple parce que du coup, d'abord, il peut y avoir un besoin de la structure, d'avoir un petit équivalent temps partiel en plus, etc. Et que suite à une petite période de formation, sur de l'alternance, sur une durée de 6 à 8 mois ou 9 mois d'alternance, il y aura plus de facilité pour la structure de confier des vrais suivis, des suivis
peut-être des suivis un petit peu plus faciles ou en tout cas moins complexes, on va dire que. Mais du coup, c'est vrai que ça permet. Il y a certaines structures qui vont préférer prendre des alternants plutôt que de prendre des stagiaires. C'est pas simple, hein, la recherche d'alternance de manière générale, hein, c'est quelque chose de compliqué. Alors moi, je dis souvent à mes stagiaires actuels que la recherche de stage, c'est le premier défi en tant que CIP, et ça leur servira d'expérience et d'appui quand ils vont devoir accompagner leurs bénéficiaires sur sur leur propre parcours. Ouais, exactement. Il faut compter entre 10, 20, peut-être 30 refus avant de trouver, et il faut surtout pas baisser les bras. Bien sûr. C'est une recherche difficile, mais oui, l'alternance est possible, et c'est même, je trouve, un très bon moyen d'accéder à ces métiers, hein. Comme je le disais, l'expérience, il y a rien de tel pour se rendre compte de ce que sont ces métiers d'accompagnement. Et oui, elles sont possibles sur les 2 titres. Très bien, merci beaucoup Lise. Alors maintenant on va peut-être rentrer un petit peu sur cette partie examen qui est quand même assez souvent redoutée, mais attendue, mais redoutée aussi par les étudiants concernant les différentes épreuves. Alors il y a de l'oral beaucoup, j'imagine, puisque c'est un métier qui est basé beaucoup sur l'oralité et la communication. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce qui attend nos étudiants ou les étudiants en général? Oui, bien sûr. D'ailleurs, la certification, enfin l'épreuve, que ce soit du CIP ou de l'ETI, elles sont assez similaires. C'est-à-dire que ce sont des épreuves. Donc l'évaluation comprend 4 épreuves. Oui. L'examen comprend 4 épreuves. Il y a une mise en situation professionnelle, hein, pour les 2 titres, qui dure environ entre 40 et 45 minutes. Donc c'est joué avec un comédien, hein, qui va venir se mettre en situation. Pour les CIP, c'est les compétences qui vont être évaluées, c'est l'accueil et le diagnostic partagé. Justement, c'est globalement le premier entretien. Pour les ETI, ça va être l'animation d'une séance d'apprentissage. C'est-à-dire ils vont devoir se mettre en situation pour apprendre une technique professionnelle à leurs salariés. Donc ces épreuves, elles durent environ 45 minutes. Les étudiants ont 15 minutes pour se préparer. On va leur donner le sujet. Ils ont 15 minutes pour préparer leur intervention, et ensuite il y a à peu près 30 minutes de mise en situation. Très bien. Ça, c'est pour la première épreuve. Oui. La deuxième épreuve, c'est un entretien technique. Donc, l'entretien technique, en fait, il va se baser sur la synthèse et l'analyse de ce qu'ils viennent de produire. D'accord. Donc, les deux épreuves s'enchaînent. Exactement. Donc, en gros, ils ont 20 minutes pour faire une analyse et pour faire un autodiagnostic de leur pratique. Et donc, ça dure à peu près 20 minutes d'écrit, 20 minutes de passage à l'oral, hein, à chaque fois. C'est de l'analyse de pratique sur les différentes techniques qui seront mises en œuvre pendant les mises en situation. La troisième épreuve, c'est là où les productions qu'ils ont à fournir, donc l'EDP... Les fameux dossiers de tout à l'heure. Les fameux dossiers, voilà, dont on parlait tout à l'heure. Donc l'EDP qui est commun à tous, et la production technique qui va plus se baser vraiment sur une expérience à proprement dit. Le jury va effectivement, donc c'est un questionnement à partir de leur production, donc ça c'est pour le dossier technique, hein, pas le dossier professionnel. Ça dure environ 1 heure, 45 minutes pour les ETI, 1 heure pour les CIP. Ils ont environ 20 minutes pour préparer leur présentation, pour pouvoir... ils ont 20 minutes, c'est eux qui présentent leur dossier technique pendant 20 minutes à l'oral. Donc, ils doivent le connaître, hein, bien sûr. Ils vont pouvoir s'appuyer dessus, mais ils doivent connaître leur dossier technique. Et ensuite, il y a à peu près 20-30 minutes de questionnement sur ce dossier. Et ces dossiers sont très normés. C'est un gros volume. C'est un dossier de 10 pages, 20 pages. Ça peut être aléatoire en fonction. C'est pas aléatoire. Ça, c'est sûr, c'est pas aléatoire. Pour les CIP, si je ne dis pas de bêtises, le dossier comporte 7 parties, effectivement. 7 parties, et en tout, il doit faire entre 32 et 45 pages, je crois. C'est assez normé, hein. Oui. Y a pas de... Donc, c'est assez conséquent quand même, oui. Oui. Il doit faire entre 32 et 42 pages sans les annexes. Oui. Les annexes doivent faire 15 pages maximum.
même la police est normée, hein, c'est-à-dire que ça doit être écrit en Arial, en 11, et le format doit être en PDF de préférence. Et tout ça, ça doit être expédié avec le DP, Oui, donc le dossier professionnel, 10 jours avant la certification. d'accord. De manière à ce que le jury puisse en prendre connaissance, j'imagine, et Exactement. préparer un peu sa séance, oui. Ok. Tout à fait. Pour les ETI, le dossier, alors, partie 1, organiser vers une activité, ok. Leur dossier à eux, effectivement, est beaucoup moins lourd. Il doit faire entre 20 et 24 pages, hors annexe. Pareil, c'est du Arial 11 et donc le leur ne comprend que 2 parties, puisque le dossier technique des ETI porte sur organiser et gérer une activité de production. Oui, Et le diagnostic a déjà été fait finalement en amont, généralement, quoi. Et ils doivent quand même, ils ont la partie 2, c'est sur participer à l'accueil et à l'accompagnement. Donc on est plus, c'est plus léger, mais c'est aussi là qu'on voit la différence entre un titre professionnel de niveau 5 et un titre professionnel de niveau 4. Tout à fait. Voilà. Donc ça, Ok. c'est vraiment sûr. Et la dernière épreuve, c'est justement un échange et un questionnement avec le jury sur le fameux dossier professionnel. Et c'est plus là un échange sur le métier, sur la vision globale du métier et sur la compréhension générale qu'en ont les étudiants. Donc là, le dossier professionnel, c'est le dossier en lien avec le stage, hein, c'est ça? C'est le Non. dossier qui est commun à tous les titres professionnels. À tous les titres où pro, effectivement, d'accord. voilà, Oui. qui par l'expérience, doit prouver l'acquisition des compétences. D'accord. Très bien. Et les dossiers techniques, eux, viennent pour valider 1 ou 2 compétences bien spécifiques D'accord. Très bien. de la certification. Parfait. Donc là, le jury, voilà, attend une posture, voilà, bien sûr professionnelle, hein, j'imagine, des qualités, voilà, d'écoute. Oui. Voilà un peu toutes les qualités que tu décrivais finalement tout à l'heure, l'empathie, savoir analyser une situation, être proposé, parce qu'il y a jamais qu'une solution, j'imagine non plus. Hein. Voilà. Donc, utiliser la reformulation pour les uns comme les autres, les ETI, les CIP, être bienveillant, faire preuve d'empathie, être dans l'écoute active, rebondir sur les situations, faire reformuler et reformuler pour être sûr que le conseiller ou l'ETI et le bénéficiaire soient bien sur la même longueur d'onde et surtout sur le même niveau de compréhension de l'échange, formaliser tout ça par des écrits si nécessaire et toujours faire valider au bénéficiaire qu'il est bien d'accord avec ce qu'on écrit et ce qu'on est en train de mettre en place, faire preuve aussi du recul nécessaire si besoin, et d'être toujours effectivement dans l'accompagnement, l'attention et l'adaptation en fonction de ce qui est proposé, d'avoir une posture qui reste professionnelle, éviter, faire attention à notre langage non verbal, à nos mimiques, un lèvement de sourcil qui pourrait penser qu'on comprend pas ce que nous dit l'autre ou qu'on est étonné parce qu'il nous raconte. Enfin voilà, c'est tout ça aussi qu'on voit dans la formation, tout ce qui est de l'ordre de ce positionnement professionnel. On n'est pas toujours responsable de nos mimiques, elles sont parfois instinctives. Mais par contre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au CIP, si jamais ça arrive, c'est-à-dire qu'on prend une tête un peu surprise ou un peu choquée, Oui. il faut tout de suite expliquer pourquoi. En fait, il faut regarder ce qui est en face, ça génère une réaction. Oui. Si ça peut déclencher un blocage ou une gêne, et dans ces cas-là, il faut tout de suite rebondir en disant « Excusez-moi, j'ai été un peu surprise par vos propos ». Enfin, voilà, il faut tout de suite désamorcer pour ne pas rompre le lien de confiance. D'accord. Et justement, au cours de cet entretien final, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce fameux dossier qu'on a argumenté et présenté en disant, bah voilà, j'ai peut-être pas tout à fait ça comme ça, mais j'aurais peut-être dû. Il y a une forme d'autocritique aussi qui est attendue sur la prestation précédente ou pas? Non. L'entretien final, il porte uniquement sur le DP. Et donc vraiment sur la vision globale du métier, pas du tout sur ce qui s'est passé sur les 3 autres épreuves. D'ailleurs, c'est peut-être pas forcément le même jury en plus. Si, c'est le même jury. C'est le même jury pour les 3 épreuves. Ok, très bien. Donc on sent qu'il faut quand même bien se préparer effectivement à ces épreuves, mais voilà, avec une bonne expérience terrain et du travail, voilà, sur la compréhension du métier, les dispositifs, les profils des usagers. Normalement, c'est plutôt de très bons taux de réussite au niveau des examens.
Oui, et puis ce qu'il faut se dire, c'est que c'est surtout un moment d'échange avec des professionnels. C'est pas les jurys, ils sont pas là pour venir casser les étudiants. Ils sont là, ils ont la mission de valider que toutes les compétences ont été acquises. Il faut savoir que dans le cadre des titres professionnels, il y a 3 CCP pour les 2 à acquérir. S'il y en a que 2 d'acquis, ils ont 1 an pour repasser le dernier. Ils peuvent obtenir le titre dans son intégralité ou partie du titre. D'accord, oui. Voilà, ils ne sont pas validés que lorsqu'ils n'ont acquis aucun CCP, ce qui paraît peu probable, mais ça peut arriver. Mais c'est vraiment pour le jury, le fait de faire parler les candidats, d'étudier les dossiers professionnels, c'est simplement dans l'idée de vérifier que toutes les compétences sont bien acquises et qu'on ne lâche pas. Et oui, ce qui est normal, dans des domaines professionnels qui sont quand même relativement sensibles et qui n'auraient pas acquis l'éthique, le positionnement et qui n'auraient pas bien compris la mesure du métier. Donc, les jurys en général sont plutôt bienveillants. Maintenant, une mission, c'est de donner un titre professionnel qui n'est pas rien, qui engage quand même lourdement. Bien sûr. Mais normalement, si la formation s'est bien passée, si les contrôles continus sont bons, si l'expérience professionnelle est là, ça devrait bien se passer. Eh bien, j'en doute pas, avec une bonne préparation. Alors, justement, une fois qu'on a ce diplôme-là en poche, alors, il y a plusieurs intitulés, je vois, au niveau de ces métiers qui regroupent, qui parlent d'insertion et d'encadrement technique. Donc, au niveau des recherches d'emploi, on voit quoi? On voit insertion professionnelle, conseiller emploi, formation. Est-ce que tu peux nous dire, alors sans peut-être détailler chacun des métiers, mais quels sont les intitulés auxquels les étudiants vont se trouver confrontés pendant leur recherche? Exactement. Alors pour le CIP, on va tomber sur CIP, puisque maintenant c'est en fait, il faut savoir que ce sont des métiers très récents. Quand je dis très récents, ils ont une petite vingtaine d'années, puisque moi, quand j'ai commencé dans le social, la formation de CIP, elle n'existait pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que donc c'est tout assez récent. Oui, c'est assez récent, et donc du coup, forcément, dans la tournure des offres d'emploi, les entreprises ont aussi, ce que je disais tout à l'heure, leur propre jargon. Donc on va parler pour les CIP, on va parler de consultants parfois en insertion. On peut parler d'accompagnants socio-professionnels, on va parler de CIP, on va parler effectivement de conseillers à l'emploi, mais en fait c'est la même chose. Donc voilà, tout ça, ce qu'il faut surtout, c'est quand ils font la recherche d'offres d'emploi, il faut qu'ils cherchent insertion professionnelle, accompagnement professionnel, consultant au projet. Enfin voilà, il faut mettre les mots projet, insertion professionnelle, recherche d'emploi. Enfin voilà, c'est tous ces termes-là qui vont leur permettre de trouver toutes les offres d'emploi qui correspondent à leur métier. Pour les ETI, c'est quand même beaucoup plus clair. De manière générale, on va vraiment être sur de l'encadrant technique, ça peut être maître d'atelier, ça peut être accompagnant technique. Encadrant technique, on va trouver encadrant, accompagnant, on va trouver un petit peu les mêmes termes. Moniteur d'atelier, ça correspond aussi au métier d'encadrant technique. C'est pas tout à fait, il y a un titre de moniteur d'atelier, mais ce sont des métiers qui sont très similaires et les 2 diplômes peuvent intéresser les entreprises. Donc ne pas hésiter aussi à élargir le champ, et puis en fonction des structures dans lesquelles on souhaite œuvrer, mais ce sont moniteurs d'atelier et éducateurs techniques sont des métiers très proches l'un de l'autre et à niveau équivalent. Ce sont tous les 2 des titres de niveau 4. Donc en général, les entreprises sont assez ouvertes, peu importe le titre. Et alors actuellement, le marché du travail, comment évolue-t-il pour ces diplômés? Je dirais que c'est un marché du travail qui est relativement stable, où il y a très régulièrement du recrutement. Et on ne voit pas de baisse ou d'augmentation particulière. Étonnamment, ça n'est pas lié au chiffre du chômage, ce qu'on pourrait croire. Oui, on pourrait le penser, oui. On pourrait le penser, mais non. C'est assez stable. Moi, depuis un peu plus de 25 ans, j'ai jamais vu de moment où il n'y a plus du tout d'offres.
et pas de moment où ça explose. Il y a pas de, c'est assez fixe, c'est assez stable, parce que ce sont aussi des métiers où les gens évoluent régulièrement, changent de structure régulièrement. Pour ne pas, parce que justement la diversité du public fait que on peut à un moment donné avoir l'impression d'avoir fait le tour de ce public-là, pas du métier, mais de ce public-là, avoir envie d'autre chose. Et donc, du coup, ce sont des métiers où les gens bougent pas mal, ce qui fait que le marché de l'emploi est assez stable. D'accord. Et après, des poursuites d'études, j'imagine qu'il y en a aussi. On peut retourner, alors, comme ce sont des titres professionnels reconnus, on peut repartir après vers des titres plutôt universitaires. Ça autorise pas mal de choses pour la suite. Eh ben, ça ouvre la porte à tout autre diplôme, qu'il soit de l'éducation nationale ou d'autres TP de niveau supérieur. En fait, le fait d'avoir un titre professionnel de niveau bac+2 ou de niveau bac ouvre toutes les portes des formations qui sont accessibles à partir de ces niveaux-là. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas un bac+2 ou un bac à proprement parler, c'est simplement parce que ce n'est pas un titre de l'éducation nationale, mais un titre du ministère du Travail. Et donc, du coup, la reconnaissance se fait au niveau du ministère du Travail et des branches professionnelles. Oui. Mais si quelqu'un, par exemple, qui aurait fait la formation de CIP souhaiterait derrière reprendre des études, je dis par exemple de psychologue, ce serait tout à fait possible puisqu'il aurait un bac+2 acquis. Ok, super. Très bien, merci. C'était très très clair, Lise. Hélène, est-ce que tu as des questions, posées sur les thèmes que l'on vient d'aborder, notamment les débouchés, les examens ou autres? Oui, au sujet du dossier professionnel, on me demande s'il y a un suivi, une aide ou si c'est vraiment en autonomie complète. Alors ça peut dépendre des écoles, hein, effectivement, Lise. Mais en général, oui. Pour notre établissement, en tout cas, oui, il y a des aides. Hein, j'imagine, Lise, je te laisserai peut-être développer un petit peu. Mais en général, une école qui organise une bonne formation, prévoit cette partie-là, puisqu'on voit bien qu'elle est quand même prégnante dans l'examen, puisque des épreuves prennent vraiment appui dessus. Hein. Oui, de toute façon, le DP, il est donc, comme je disais, équivalent, c'est le même pour tous les titres professionnels. Hein, donc déjà, sur le site travail-emploi.gouv, on peut trouver le DP en lui-même, ce qu'on va demander dedans. Donc, si les gens veulent y jeter un coup d'œil avant d'adhérer à la formation, ils peuvent déjà aller le trouver. Ils peuvent trouver les référentiels de chaque titre professionnel et le modèle du DP et le guide du candidat qui va avec le DP pour la rédaction du DP. Donc ça, ce sont des documents qu'ils peuvent trouver sur travail-emploi.gouv. En plus, pour ceux qui sont déjà chez Adonis et qu'on accompagne, ils les trouvent aussi sur la plateforme et sur l'accompagnement. On fait, nous, en tant que formateurs, sur tous les titres, que ce soit des titres pro ou des BTS, un éclairage au moins 1 ou 2 fois pendant la formation sur les attentes des certificateurs sur le DP. Et on propose toujours, nous, en tant que formateurs, une première lecture quand ils ont commencé à les rédiger pour être sûr qu'ils soient dans la bonne lignée, dans la bonne conduite. Et ensuite, effectivement, ils peuvent les déposer sur la plateforme pour une relecture totale avant présentation au jury. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Hélène, également pour les questions. Alors, peut-être pour terminer, c'est vrai que je vais faire un petit point généralement sur les questions des admissions au sein des établissements, alors le nôtre ou tout autre établissement. D'une manière générale, on va faire un petit peu comme un jury, c'est-à-dire qu'on va regarder quand même la cohérence du projet. Est-ce que oui ou non, vous avez l'air d'avoir des aisances relationnelles, une posture qui est en lien avec le métier. Et évidemment, on peut vous aider aussi, pour la plupart des écoles, à voir quel serait le parcours le plus adapté entre ETI, CIP, et vérifier aussi votre disponibilité, notamment concernant les stages. On l'a vu avec Lise tout à l'heure, les stages sont très importants, même s'il est possible de les fractionner ou autre. Mais en tout cas, vos candidatures vont être beaucoup basées sur un entretien, que ce soit notre établissement ou les autres, un entretien souvent oral et un petit dossier à compléter avec souvent une lettre de motivation. Après, ce qui est intéressant aussi sur ces formations-là, c'est que bien sûr, elles peuvent être éligibles à l'aide. Après, vous êtes bien placé pour le savoir, mais c'est vrai que ces formations peuvent être aidées et financées, bien sûr, par le CPF, par France Travail, parfois par la région. Donc,
Voilà, il vous appartient aussi d'initier voilà cette demande, mais souvent les établissements aussi vous accompagnent dans cette partie. Peut-être te laisser le petit mot de la fin, Lise, si tu veux. Pour moi, le petit mot de la fin, si tu me permets, ce sont des métiers ultra passionnants, très en vogue en ce moment. On parle beaucoup, c'est voilà parce que la conjoncture économique fait qu'on parle beaucoup de ces métiers-là. Moi, si par mon expérience, je peux dire quelque chose, ce sont avant tout des métiers de passion, passion de l'humain. Déjà pour commencer, mais ce sont des métiers épuisants. Si on ne veille pas à se protéger, un petit peu, oui, voilà, c'est pas toujours épuisant. Par contre, ce sont des métiers d'une richesse incroyable. C'est vraiment, on a la chance quand on est CIP et ETI de pouvoir changer de structure, du coup peut-être de faire le même métier toute une vie, mais jamais de la même façon. Oui. Et ça, je crois que c'est une des forces de ces métiers-là. Et oui, ce sont des métiers hyper enrichissants, mais malgré tout, on le dit depuis le début, ce sont des métiers uniquement et 100% tournés vers l'humain. Mais oui. Attention, ce sont aussi des métiers qui sont de plus en plus réglementés, légiférés, et heureusement d'ailleurs. Et ça nécessite du coup une très bonne connaissance de ces lois, de ce qu'on a le droit, pas le droit de faire, de ce qu'on peut pas faire. Et c'est extrêmement important pour la bonne conduite des entretiens et puis pour un accompagnement bienveillant et correct des bénéficiaires d'avoir conscience de ça. C'est pas juste un entretien dans un bureau où on va échanger et parler, c'est vraiment il y a des cadres qu'il faut respecter. Bien sûr. Qui se resserrent de plus en plus. Ce sont des métiers où les structures sont soumises aux aléas des financements. Et donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut viser, qu'il faut regarder quand on va chercher dans quelle structure on souhaite travailler. Il y a des associations, il y a des entreprises privées, il y a des fondations, il y a des structures publiques. Et donc du coup, ça joue aussi sur la façon dont on va pouvoir exercer nos métiers. Bien sûr, et de l'éthique, bien sûr qu'il y a lieu d'observer, voilà, pour accompagner toutes ces personnes, voilà, qui sont en situation souvent quand même, oui, c'est vrai, de fragilité en tout cas. Oui, exactement. Merci infiniment, Lise, pour cet échange, voilà, qui a été très clair. Merci beaucoup, Hélène, de nous avoir accompagnés comme d'habitude. Et je vous dis voilà, peut-être à très bientôt. N'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Au revoir. Soirée. Au revoir, bonne soirée.